Agatha Christie, 5 petits cochons, partie 3, chapitre 7. Le deuxième restait chez lui. Hercule Poirot n'était pas homme à négliger les détails. Il réfléchit longuement à la façon dont il approcherait Meredith Blake, lequel représentait pour lui un tout autre problème que son frère Philippe. Une attaque brusquée, il en était convaincu, ne donnerait aucun résultat. Avec Meredith Blake, il fallait prendre son temps et agir sans précipitation. Hercule Poirot se convainquit qu'il n'était qu'un moyen de pénétrer dans la forteresse. Il fallait se présenter aux portes avec les références convenables, celles-ci mondaines plutôt que professionnelles. Par bonheur, le détective s'était fait au cours de sa carrière des relations dans tous les comtés de l'Angleterre et dans le Devon comme ailleurs. Il passa en revue les ressources qu'il avait dans la région, découvrit 2 personnes plus ou moins liées d'amitié avec Meredith Blake et, en conséquence, tomba sur lui armé de 2 lettres, l'une de Lady Mary Lytton Gore, une noble veuve qui, assez désargentée, vivait très retirée, l'autre d'un amiral en retraite dont la famille vivait dans le Devon depuis 4 générations. Meredith Blake était très perplexe quand il reçut Poirot. Les choses, il s'en rendait compte depuis quelque temps, n'étaient plus ce qu'elles étaient autrefois. Que diable! Les détectives privés restaient des gens qu'on payait pour avoir l'œil sur les cadeaux de mariage pendant la réception, des individus auxquels on s'adressait sans le crier sur les toits, quand on voulait en finir avec quelque affaire qui vous ennuyait. Et voilà ce qu'écrivait Lady Mary Lytton Gore, qui n'était pourtant pas femme à entretenir des relations avec un personnage suspect. Hercule Poirot est un vieil ami à moi, que j'aime beaucoup. Faites tout ce que vous pourrez pour l'aider. Vous me ferez plaisir. Et l'amiral Cronshaw renchérissait. C'est un type magnifique et franc comme l'or. Je vous serai personnellement reconnaissant de ce que vous pourrez faire pour lui. C'est de plus un compagnon agréable qui peut vous raconter quantité de bonnes histoires. L'homme, maintenant, se tenait devant lui. Un bonhomme impossible, dont les vêtements n'étaient pas du tout ceux qu'il aurait dû porter, et qui arborait sans honte des bottines à boutons et une invraisemblable moustache. Comment sympathiser avec un type pareil? Il était à peu près sûr qu'il n'avait jamais chassé et jamais joué au golf. Et, pour couronner le tout, un étranger. Assez amusé, Hercule Poirot surveillait son hôte, devinant clairement les pensées qui s'agitaient en son esprit. Poirot avait senti croître l'intérêt qu'il portait à l'affaire à mesure que le train s'enfonçait dans l'Est. Il allait enfin voir de ses yeux l'endroit où le drame s'était passé. C'était ici, dans ce vieux manoir de Handcross, que vivaient 2 jeunes gens qui régulièrement s'en allaient jouer au tennis, plaisanter et s'amuser à Alderbury, avec Amyas Crail et une charmante jeune fille qu'on appelait Caroline. D'ici que Meredith Blake, le jour de la mort de Crail, était partie pour se rendre à Alderbury, il y avait de cela 16 ans. Poirot trouvait l'attitude de Blake à la fois polie et embarrassée, et, avec son vieux veston de tweed plutôt râpé, il était bien tel qu'il se l'était représenté, tout semblable à tant de gentilshommes campagnards qui n'ont que de médiocres revenus. Il avait un visage sympathique, tanné par les intempéries, des yeux d'un bleu lavé, une bouche molle, à moitié cachée par une moustache broussailleuse. Rien en lui qui rappelât son frère. Il y avait de l'hésitation dans ses manières, et il s'accordait le temps de penser. On eût dit que le rythme de son existence s'était ralenti, cependant que s'accélérait celui de la vie de son cadet. Le détective tenait de M. Jonathan qu'il n'y avait entre les 2 frères qu'une légère différence d'âge, 2 ans environ, mais Meredith paraissait beaucoup plus vieux que Philippe. Ces personnages de la vieille école, Hercule Poirot se flattait de savoir les manier. Avec eux, il était préférable de ne pas essayer de se donner l'air anglais. Il fallait, au contraire, s'affirmer, carrément, et se le faire pardonner. Amener le bonhomme à dire « Évidemment, ces étrangers ne sont pas très au courant. Ils ne manqueront pas
Par exemple, de vous serrer la main avant le petit déjeuner. Mais celui-là est tout de même un brave type. » Poirot s'appliqua à donner de lui-même l'impression souhaitable. Les deux hommes s'entretinrent avec prudence de Lady Mary Leighton Gore et de l'amiral Cronshaw. D'autres noms vinrent dans la conversation. Par chance, Poirot connaissait le cousin de celui-ci et la belle-sœur de celui-là. Meredith se fit moins réservée, plus cordiale. Tout étranger qu'il fût, ce Poirot avait des relations avouables. Poirot, par un travail patient, en vint peu à peu à l'objet de sa visite. Il sut opérer à temps un recul nécessaire. Ce livre, malheureusement, serait écrit. On n'en pouvait douter. Miss Crayle, ou plutôt Miss le Marchand, comme on l'appelait maintenant, avait insisté pour qu'il en revît de très près la rédaction. Et les faits appartenaient à tous, mais on pouvait faire beaucoup dans leur présentation pour éviter que ne fussent blessées de justes susceptibilités. Poirot rappela au passage qu'il avait ainsi discrètement usé de son influence dans le passé pour faire disparaître d'un livre de mémoire des passages redoutables pour des tiers. Meredith Blake cachait mal sa contrariété. Ses mains tremblaient un peu, tandis qu'il bourrait sa pipe, et c'est d'une voix légèrement bégayante qu'il dit « Cette exhumation de vieilles histoires oubliées est proprement révoltante. Pourquoi ne pas laisser tout ça tranquille ?» « Je suis tout à fait de votre avis, » déclara Poirot. « Mais que voulez-vous ? Il y a une demande pour les ouvrages de ce genre, et le premier venu a le droit de s'emparer d'un crime qui a été jugé, de le reconstruire et d'y aller de ses commentaires. Je trouve ça écœurant. »« Hélas, » fit Poirot, « notre époque n'est pas celle de la délicatesse. Je vous étonnerais, monsieur Blake, si je vous disais quelle publication désagréable j'ai réussi à adoucir. Je ferai tout pour que le livre en projet ne puisse heurter les sentiments de Miss Crayle. »« La petite Carla, » murmura Meredith Blake. « Dire qu'aujourd'hui c'est une femme. On a peine à le croire. »« À qui le dites-vous ? Le temps s'envole. »« Trop vite, » ajouta Blake dans un soupir. « Ainsi que vous avez pu le voir dans la lettre de Miss Crayle, que je vous ai remise, reprit Poirot, Miss Crayle désirerait tout savoir de ces tristes événements d'autrefois. » Meredith lui coupa la parole avec une certaine humeur. « Pourquoi ? À quoi bon revenir sur le passé ? Ne vaudrait-il pas mieux laisser tout cela dans l'oubli ? » « Et si vous parlez ainsi, monsieur Blake, répliqua Poirot d'une voix douce, c'est que ce passé, vous ne le connaissez que trop bien. Ne perdez pas de vue que Miss Crayle, elle, en ignore tout. Je veux dire qu'elle ne sait que ce qu'elle a lu dans les documents officiels. » Meredith Blake fronça le sourcil. « C'est vrai, j'oubliais. Cette pauvre enfant a vécu une triste aventure. D'abord, apprendre la vérité. Ensuite, lire la froide et sordide relation du procès. J'ajoute, dit Poirot, que dans ces textes officiels, la vérité n'obtient jamais sa part. Les choses qui comptent sont justement celles qu'il laisse de côté, les émotions, les sentiments, les caractères des personnages du drame, les circonstances atténuantes. » Il hésita à dessein et, ainsi qu'il l'espérait, Meredith Blake s'empressa de parler, comme un comédien qui vient de recevoir sa réplique. « Les circonstances atténuantes !» s'écria-t-il. « C'est le point sur lequel il faut insister. Car si jamais il y a eu des circonstances atténuantes, c'est bien dans cette affaire-là. Amyas Crayle était un ami que j'aimais beaucoup. Sa famille et la mienne étaient liées depuis des générations. Mais il faut dire que sa conduite fut inadmissible. C'était un artiste, et peut-être une excuse. Il n'en reste pas moins qu'il s'était, de gaieté de cœur, mis dans une situation qui eût répugné à tout homme bien élevé. « Ce que vous dites là, fit remarquer Poirot, m'intéresse beaucoup, car cette situation m'a souvent intrigué. Qu'un homme ait des aventures, soit, mais il y a la manière de les conduire. » Le fin visage de Blake s'animait et s'éclairait. « Le malheur, reprit-il, c'est que justement, Amyas n'était pas un homme comme les autres. Pour lui, la peinture passait avant tout, et quelquefois de la façon la plus imprévue. Personnellement, je ne comprends pas.
Je n'ai jamais compris les façons d'agir de ces gens qui se proclament artistes. Celle d'Émias m'échappait moins, parce que je l'avais toujours connu. Nos familles se ressemblaient, et il était lui-même comme tout le monde sous bien des rapports. Seulement, dès qu'il s'agissait d'art, pour lui, les règles ordinaires ne jouaient plus. On ne pouvait le considérer comme un peintre du dimanche. C'était un grand peintre, un très grand peintre. Et certains ont même dit qu'il avait du génie. Peut-être avait-il raison. Mais, et ceci était sans doute la conséquence de cela, il manquait d'équilibre. Quand il peignait, rien ne comptait plus pour lui, et il ne supportait plus rien. Il vivait dans son rêve, absorbé, obsédé par ce qu'il faisait. Et c'est seulement la toile finie qu'il redescendait sur la terre pour rentrer dans la vie. Il adressa à Poirot un coup d'œil interrogateur. Le détective fit un signe d'assentiment. « Je vois, reprit Meredith, que vous me comprenez. C'est cette disposition de son esprit, je crois, qui explique l'invraisemblable situation qu'il avait créée. Cette jeune fille, il l'aimait et voulait l'épouser. Pour elle, il était prêt à quitter sa femme et son enfant. Mais il avait commencé un portrait d'Elsa à Alderbury, et c'est là qu'il entendait le finir. Le reste n'avait pas d'importance. Il ne pensait qu'à sa toile, et je ne crois pas qu'il se soit jamais aperçu qu'il avait placé ces deux femmes dans une position impossible. Elle, comprenait-elle sa manière de voir ? Jusqu'à un certain point, je le pense. Elsa tenait terriblement à ce que ce portrait, qu'elle aimait beaucoup, fût fini. Mais, naturellement, elle se trouvait dans une situation très difficile. Quant à Caroline... Il s'interrompit. « Quant à Caroline, dit Poirot. Meredith Blake reprit, avec un peu d'hésitation. Caroline, je dois préciser que j'ai toujours eu pour elle beaucoup de sympathie. À un certain moment, j'avais espéré l'épouser. Le projet est tombé à l'eau. Mais, malgré cela, je lui avais gardé une sorte de culte, et j'étais un peu demeuré son chevalier servant. Poirot approuva du chef. Cette façon désuète de s'exprimer ne le faisait pas sourire. Il sentait qu'elle traduisait des sentiments vrais. Très certainement, Meredith Blake était de ces hommes qui peuvent vouer à une femme un dévouement profond et sincère, sans espoir de récompense. Pesant ses mots, il dit « J'imagine que la conduite d'Émias vous a été pénible pour Mrs. Crail. »« Certes, je la lui ai d'ailleurs reprochée. »« À quel moment ?»« La veille même de l'événement. Ils étaient venus ici pour le thé. J'ai pris Crail à part et je lui ai donné ma façon de penser. Je me souviens même lui avoir dit qu'il ne se conduisait bien ni avec l'une ni avec l'autre. »« Vous lui avez dit ça ? » ?»« Oui, vous comprenez, je crois qu'il ne se rendait pas compte. »« C'est possible, en effet. » Je lui expliquai qu'il mettait Caroline dans une situation absolument intenable, que, s'il avait l'intention d'épouser Elsa, il aurait dû éviter de l'amener chez lui, où cette présence était pour elle un outrage permanent, un affront insupportable, surtout en tenant compte du cynisme et de l'insolence d'Elsa. Et qu'a-t-il répondu ? Meredith ricana avec mépris. Il m'a simplement dit « Il faudra bien qu'elle en prenne son parti. » Poirot leva les sourcils. Un propos pas très sympathique. Je l'ai trouvé odieux, reprit Blake, et je me suis monté un peu. Je lui dis que, se souciant désormais fort peu de sa femme, il lui était parfaitement égal qu'elle souffrît ou non, mais qu'il aurait dû au moins songer à la jeune fille, qui se trouvait, elle aussi, placée dans une situation bien désagréable, à quoi il me répondit qu'elle devait, comme l'autre, en prendre son parti. « Ce que tu ne comprends pas, Meredith, ajouta-t-il, c'est que je suis en train de peindre la meilleure chose que j'ai jamais faite. Ce portrait, c'est de la peinture, c'est moi qui te le dis. Et je ne permettrai pas à deux femmes jalouses et querelleuses de venir me le gâcher. Certainement pas. » C'était perdre son temps que de discuter, mais je répliquai pourtant, lui répétant qu'il manquait de respect humain et d'honnêteté morale.
Comme j'ajoutais qu'au surplus, la peinture n'était pas tout, il m'interrompit pour me dire « Pardon, pour moi, elle est tout ». Toujours en colère, je lui reprochais d'avoir toujours traité Caroline de façon inadmissible et de l'avoir rendue malheureuse. Il me répondit qu'il le savait et qu'il le regrettait. Je haussai les épaules. « Mary, me dit-il, alors, tu ne me crois pas et c'est pourtant la vérité. J'ai fait à Caroline une vie impossible et elle l'a supportée comme une sainte. Mais elle savait pertinemment le premier jour à quoi elle s'exposait, car je ne lui avais pas caché que j'étais un fichu égoïste et un gars plutôt coureur. Je lui représentais avec force qu'il ne devait pas briser son ménage, qu'il devait penser à son enfant, etc., etc. J'ajoutais que je comprenais fort bien qu'un homme perdît la tête pour une fille telle qu'Elsa, mais qu'il était de son devoir de rompre avec elle, ne fût-ce que dans son intérêt à elle. Elle était très jeune, elle s'engageait dans cette aventure sans réfléchir, et peut-être plus tard regretterait-elle amèrement son coup de tête. Je l'adjurais de se ressaisir, de quitter Elsa une fois pour toutes et de revenir à sa femme. Et qu'a-t-il dit ? Il a eu l'air assez embarrassé. Il m'a donné quelques petites tapes amicales sur l'épaule en disant « Mary, tu es un bon type, mais tu es trop sentimentale. Attends que ce portrait soit fini, et tu conviendras que j'ai raison. » J'insistais encore, ajoutant qu'à tout le moins il eût été charitable de ne pas laisser connaître ce projet de mariage à Caroline avant que le tableau fût terminé. Il m'assura que ce n'était pas sa faute à lui et que c'était Elsa qui avait tenu à la mettre au courant. Je demandai pourquoi. Il me répondit qu'elle estimait que c'était bien ainsi, qu'il valait mieux que la situation fût nette et que chacun sût à quoi s'en tenir. Point de vue, je le reconnais, qui pouvait se défendre. Il semble qu'Elsa, si indigne que fût sa conduite, voulait agir avec franchise. « La franchise, déclara Poirot, ajoute souvent à nos peines. » Meredith Blake le regarda d'un œil soupçonneux. Cet aphorisme ne lui plaisait qu'à moitié. « Bref, reprit-il, ce fut pour chacun de nous une période très pénible. Et la seule personne qui l'ait traversée d'une âme sereine, c'est Émias Crail. Oui, uniquement parce qu'il était un égoïste fieffé. Je le revois encore, ricanant en me disant « Ne t'en fais pas, Mary, tout ça finira très bien. » Il avait de l'optimisme. C'était surtout un homme qui ne prenait pas les femmes au sérieux. Et pourtant, j'aurais pu lui dire, moi, que Caroline n'en pouvait plus, qu'elle était à bout. Elle vous l'avait dit ? Pas expressément. Mais je reverrai toujours l'expression de son visage en cet après-midi. Très pâle, elle s'efforçait de paraître gaie pour cacher son chagrin. Elle parlait beaucoup, elle plaisantait, mais on lisait dans ses yeux une sorte d'angoisse infiniment émouvante. C'était une si charmante créature. Hercule Poirot, sans mot dire, regardait son interlocuteur. Cette femme, le lendemain, tuait son mari. Meredith Blake, cependant, et il n'en faisait pas mystère, ne trouvait pas déplacé de lui rendre hommage. Après une courte pause, Blake reprit son récit. Il avait surmonté les préventions qu'il pouvait avoir contre Poirot. Le détective savait écouter, et Meredith Blake prenait plaisir à évoquer le passé. C'était plus pour lui-même que pour Poirot qu'il parlait maintenant. « J'aurais dû, je pense, me douter de quelque chose. C'est Caroline qui mit la conversation sur ce qu'il faut bien appeler ma manie. J'herborisais. C'était chez moi, je l'avoue, une véritable passion. Les vieux herboristes anglais sont d'une étude prodigieusement intéressante. Il y a tant de plantes dont on se servait autrefois en médecine et qui ont disparu de la pharmacopée officielle. C'est surprenant, mais c'est incontestable. Une simple décoction de ceci ou de cela réussit des miracles. La moitié du temps, qui connaît les plantes peut se passer de médecin, et les Français l'ont bien compris, qui font des tisanes réellement merveilleuses. Il avait enfourché son dada. Poirot se gardait d'interrompre. Blake continuait. Le thé de pissenlit, par exemple, est une chose étonnante. Les fruits de l'églantier donnent une excellente infusion. J'ai d'ailleurs lu quelque part, ces jours-ci, que certains médecins les remettaient à la mode.
J'en conviens, toutes ces préparations que je faisais me procuraient bien des joies. Cueillir les plantes au bon moment, les faire sécher, les faire macérer, j'adorais ça. Je tenais même compte de certaines superstitions, et il était certaines herbes que je récoltais durant la pleine lune ou à telle autre époque conseillée par les anciens. Ce jour-là, j'infligeais à mes invités un cours sur la grande ciguë. Elle fleurit 2 fois l'an. On cueille les fruits quand ils approchent de la maturité, avant qu'ils ne deviennent jaunes. La conéine, qu'on en extrait, est une drogue complètement abandonnée. Je doute que sa préparation soit encore indiquée dans le codex, mais dont j'ai prouvé qu'elle était efficace dans le traitement de la coqueluche et même de l'asthme. « C'est au laboratoire que vous avez parlé de tout cela ?» Oui, je leur faisais les honneurs de mon installation et leur disais quelques mots de ce que je leur montrais. Je leur ai parlé de la valériane et de la séduction qu'elle exerce sur les chats. Puis, on m'a posé des questions sur la belladone et l'atropine. J'ai répondu. Ça les intéressait beaucoup. Les ? Qui entendez-vous par là ? La question parut surprendre Meredith Blake, qui semblait avoir oublié que son auditeur n'avait pas assisté à la scène. Qui ? Fit-il. Mais tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire Philippe, Émias, Caroline, bien entendu Angela et Elsa Greer. Personne d'autre ? Il ne me semble pas. Je suis même sûr que non. À qui pensez-vous ? Je me disais que la gouvernante, peut-être. La gouvernante ? Non, elle n'était pas là. J'ai oublié son nom. C'était une femme très aimable, qui prenait son travail à cœur et à qui Angela causait bien du souci. Comment cela ? Angela était une gentille petite fille, mais terriblement diable. Elle méditait toujours quelque mauvaise farce. Elle posait une limace sur l'épaule d'Émias ou lui accrochait quelque chose dans le dos, tandis qu'il peignait, et il entrait dans des rages folles. En fin de compte, il décida qu'elle serait mise en pension. Il l'aimait bien, mais il y avait des moments où elle était vraiment insupportable. Et puis, je crois, j'ai toujours cru. Vous avez toujours cru ? Qu'il était un peu jaloux. Caroline était l'esclave d'Angela. Pour elle, Angela passait d'abord, et la chose n'était pas sans déplaire à Émias. Il y avait à cela une raison, dont je ne veux pas parler, mais... Je la connais, dit Poirot. Vous faites allusion à cette malheureuse aventure qui laissa la petite Angela défigurée. Vous savez cela ? S'exclama Meredith. Je ne voulais rien dire de ce déplorable accident, mais c'est par lui, je crois, que s'expliquait l'attitude de Caroline. Elle semblait considérer qu'elle ne ferait jamais trop pour sa sœur. Elle se rachetait, en quelque sorte. Poirot réfléchissait. « Et Angela, demanda-t-il, en voulait-elle à Caroline ? » « Certes non. N'allez pas vous mettre cette idée en tête. Angela adorait sa demi-sœur, et je suis sûr qu'elle ne pensait jamais à cette vieille histoire. Caroline, seule, n'arrivait pas à se la pardonner. Angela envisageait-elle avec plaisir son entrée en pension ? Non, elle était furieuse contre Émias. Caroline la soutenait et elles avaient ensemble essayé de le fléchir, mais Crail tenait bon. Malgré son caractère assez vif, il était très maniable sous bien des rapports, mais quand il était buté, il ne fallait pas insister. Quand Angela devait-elle entrer en pension ? À la rentrée d'octobre. Je me souviens qu'on préparait son trousseau et sans doute aurait-elle quitté Alderbury quelques jours plus tard. Et la gouvernante ? La gouvernante ? Comment prenait-elle la chose ? Elle allait perdre sa situation ? Oui, probablement. Elle donnait bien quelques leçons à la petite Carla, mais l'enfant n'ayant guère que 6 ou 7 ans, avait encore une nurse, et les Crail n'auraient pas conservé Miss Williams pour elle seule. C'est ça, elle s'appelait Miss Williams. C'est curieux, comme les noms reviennent en parlant. Très curieux, en effet, dit Poirot, mais c'est que, maintenant, vous êtes dans le passé, revoyant les scènes que vous avez vécues, les mots qu'on a dits, les gestes qu'on a faits, l'expression des visages, etc. Oui, fit lentement Meredith Blake. Mais il y a des trous, des blancs.
Exemple, je me souviens très bien avoir reçu un coup lorsque j'ai appris qu'Amyas allait quitter Caroline, mais je ne saurais préciser si la nouvelle me fut communiquée par lui ou par Elsa. Je me rappelle avoir eu avec elle une discussion à ce propos. J'essayais de lui faire comprendre qu'elle allait commettre une vilaine action. Elle s'est contentée de rire et, avec cet air froid qui était le sien, de me dire que j'étais vieux jeu. Eh bien, je suis peut-être vieux jeu, mais je continue à penser que j'avais raison. Amyas, ayant femme et enfants, son devoir était de rester avec eux. C'est cette opinion que Miss Greer trouvait vieux jeu? Oui. Et il y a 16 ans, alors que le divorce paraissait chose bien moins naturelle qu'aujourd'hui. Mais Elsa était de ces filles qui entendaient être modernes. Elle prétendait que, lorsque deux personnes ne sont plus heureuses ensemble, le mieux pour elles est de se séparer. Amyas et Caroline ne cessant de se chamailler, elle disait qu'il était préférable d'en finir, même dans l'intérêt de l'enfant, pour qui il n'était pas souhaitable d'être élevé dans une atmosphère de discorde. Ce raisonnement ne vous a pas convaincu? Non. D'ailleurs, elle donnait l'impression de parler de choses qu'elle ignorait. Ses arguments, elle les avait lus ou entendus quelque part, et elle les répétait comme un perroquet. Elle en était presque touchante. Cette jeunesse, cette confiance en soi. Il y a, monsieur Poirot, quelque chose de terriblement émouvant dans la jeunesse. Poirot le regardait. « Je sais ce que vous voulez dire, » fit-il gravement. « Et, si curieux que ce soit, » reprit Blake, « c'est un peu dans l'intérêt d'Elsa que j'accrochais Crail. Il avait presque 20 ans de plus qu'elle. Ce qu'il faisait n'était pas bien. » « Malheureusement, » dit Poirot, « quand un homme a pris une résolution, surtout à propos d'une femme, il est bien difficile de l'en faire changer. » Meredith Blake admit que ce n'était que trop vrai, et ajouta un peu amer. « Mon intervention n'a servi de rien, mais je dois reconnaître que je ne suis pas très convaincant. Je ne l'ai jamais été. » Poirot discernait dans le ton les regrets d'un homme navré de manquer de personnalité, observation dont le bien-fondé lui semblait incontestable. Meredith Blake ne convaincrait jamais personne. On l'écouterait, généralement avec indulgence, mais toujours on négligerait des avis auxquels il ne savait pas donner de poids. Il avait de la bonne volonté, il n'était pas persuasif. Comme soucieux de revenir à un sujet moins pénible, Poirot demanda à Blake s'il avait toujours son laboratoire. Non. La réponse était venue immédiate et un peu sèche. Rougissant légèrement, Meredith Blake ajouta: « J'ai tout fait disparaître. Ce laboratoire, je ne pouvais plus m'y voir après ce qui s'était passé. Car tout ce qui est arrivé, on pourrait dire que c'était ma faute. » « Je proteste, monsieur Blake. Vous vous chargez à tort. » « Allons donc. Si je n'avais pas collectionné ces maudites drogues, si je ne les avais pas exhibées avec orgueil, et cet après-midi-là, forcé les gens à s'intéresser à elles. Mais je ne m'imaginais pas. Je n'aurais jamais pensé. Comment pouvais-je croire? Comment, en effet? Mais non. Ravi de faire étalage de mon petit savoir, je ronronnais autour de mes fioles et, aveugle que j'étais, j'insistais complaisamment sur la conéine. Mieux, je les ai ramenés dans la bibliothèque pour leur lire une page du Phédon sur la mort de Socrate, une page admirable qui depuis n'a cessé de me hanter. « Sur le flacon de conéine, demanda Poirot, a-t-on trouvé des empreintes digitales? » Oui, les siennes. Celles de Caroline Crail? Oui. Et pas les vôtres? Non. Je n'avais pas touché le flacon, je l'avais simplement montré du doigt. Mais vous aviez bien dû le manipuler auparavant? Naturellement. Mais j'essuyais mes bouteilles de temps à autre. Une besogne que je faisais moi-même, l'entrée du laboratoire étant interdite aux domestiques. Et ce nettoyage, je l'avais fait 4 ou 5 jours plus tôt. À quel moment Caroline Crail a-t-elle pu prendre la conéine? Meredith Blake hésita un peu avant de répondre, comme à regret.
Elle était restée la dernière dans le laboratoire. Je me souviens l'avoir appelée. Elle est arrivée en courant, les joues un peu rouges, dans un état évident de surexcitation. Je la revois encore. Comment n'ai-je pas compris? Au cours de cet après-midi, avez-vous eu une conversation avec elle? Avez-vous discuté avec elle de la situation? Pas précisément. Ainsi que je vous l'ai dit, elle semblait très désemparée. À un certain moment, comme nous nous trouvions un peu à l'écart des autres, je lui demandai s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle me répondit « C'est tout qui ne va pas ». On la sentait désespérée et ce qu'elle disait était l'expression exacte de la vérité. Qu'on le veuille ou non, Émias était tout pour elle. Elle dit encore « Mon pauvre Meredith, tout s'écroule. Maintenant, tout est bien fini. » Puis, éclatant de rire, affichant une gaieté forcée qui faisait mal à voir, elle rejoignit les autres. Hercule Poirot hocha lentement la tête. Il avait l'air d'un vieux mandarin. Meredith Blake donna un coup de poing sur la table et, haussant le ton, s'écria « Et vous pouvez me croire, monsieur Poirot, quand, au procès, elle déclara avoir volé le poison dans l'intention de l'absorber elle-même, c'est la vérité qu'elle disait. À ce moment-là, elle ne pensait pas à tuer, j'en jurerais. Elle n'y a songé que plus tard. »« Êtes-vous absolument sûr, demanda Poirot, qu'elle y ait songé plus tard ?» Meredith Blake regarda le détective avec quelque stupeur. « Que voulez-vous dire ?»« Je vous demande, reprit Poirot, si vous êtes sûr que, par la suite, Caroline Crail ait pensé à tuer, sûr qu'elle ait délibérément commis un crime ?» Meredith Blake semblait oppressée. « Dans ce cas, il se serait agi d'une espèce d'accident ?»« Pas nécessairement. »« Est-ce que ça ne vous paraîtrait pas bien extraordinaire ?»« Et pourquoi ? Ne m'avez-vous pas dit que Caroline Crail était une femme charmante ? Les femmes charmantes ne sont généralement pas des criminels. » C'était une femme charmante, mais ils avaient tout de même des querelles extrêmement violentes. Elle était moins charmante dans ces moments-là ? C'est-à-dire qu'elle était... Dieu, que ces choses-là sont difficiles à expliquer. Comptez sur ma bonne volonté. Caroline avait une violence de langage extraordinaire. Elle pouvait très bien dire « Je te déteste et je voudrais te voir mort et enterré ». Ça ne signifiait pas du tout qu'elle aurait fait ce qu'il fallait pour ça. À votre avis, donc, elle n'était pas femme à commettre un meurtre ? Meredith Blake soupira. Vous avez, monsieur Poirot, de curieuses façons de présenter les choses. Tout ce que je puis dire, c'est que je ne la croyais pas susceptible de tuer. Elle a pu le faire, mais seulement parce qu'on avait tout fait pour l'y pousser. Elle adorait son mari. Et, dans certaines circonstances, une femme qui aime peut devenir une criminelle. Parfaitement d'accord, dit Poirot. Sur le moment, reprit Blake, j'en suis resté stupide. Je ne pouvais pas croire que ce fût vrai. Et ce n'était pas vrai. Façon de parler, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas la vraie Caroline qui avait tué. Êtes-vous absolument sûr, monsieur Blake, que Caroline Crail fut une criminelle au sens légal du mot ? Hercule Poirot retrouva sur le visage de son interlocuteur la même expression de stupéfaction que tout à l'heure. « Mon cher monsieur Poirot, dit-il enfin, si elle n'a pas tué... »« Si elle n'a pas tué... »« Si elle n'a pas tué... Je ne vois pas ce qui a pu se passer. Un accident ? Impossible. »« C'est mon avis, dit Poirot. »« Alors, un suicide ? Je n'y vois pas. C'est une hypothèse qu'on devait évidemment mettre en avant, mais elle apparaît ridicule à quiconque a connu Émias Crail. »« J'en suis d'accord. »« Alors, que reste-t-il ?
Il reste, répondit Poirot avec le plus grand calme, la possibilité qu'Amyas Creel ait été tué par quelqu'un d'autre. Mais c'est absurde. Vous croyez? Mais j'en suis sûr. Qui aurait voulu le tuer? Et surtout, qui pourrait l'avoir fait? Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Vous ne croyez pas sérieusement? Ce n'est pas ce que je prétends, mais c'est une hypothèse qui m'intéresse, et j'aimerais que vous la considériez un instant avant de me dire ce que vous en pensez. Meredith regarda longuement Poirot, puis, fermant les yeux, réfléchit un bon moment. Non, je ne puis pas imaginer d'autre hypothèse. J'aimerais le faire et, s'il y avait quelque raison de suspecter quelqu'un d'autre, c'est avec joie que je croirais à l'innocence de Caroline. Au début, je ne voulais pas admettre sa culpabilité et je ne tiens nullement à la prouver aujourd'hui. Mais qui a accusé? Philippe? C'était le meilleur ami d'Amyas. Elsa? Ce serait ridicule. Moi-même? Ai-je l'air d'un assassin? La respectable gouvernante? Les braves vieux domestiques? Pourquoi pas Angela? Non, monsieur Poirot, il n'y a pas d'autre hypothèse possible. La seule personne qui a pu tuer Amyas Creel, c'est sa femme. Mais on peut dire qu'il y a forcé. Et qu'à tout prendre, il s'agit donc d'un suicide. En ce sens que, s'il ne s'est pas tué de sa propre main, c'est cependant par sa faute qu'il est mort? Exactement. Un peu paradoxal, peut-être, mais enfin, il y a bien là une relation de cause à effet. Poirot réfléchit quelques instants et dit « Vous êtes-vous jamais avisé, monsieur Blake, que l'on peut presque toujours découvrir le mobile d'un crime en étudiant le caractère de la victime? » Non, mais je crois que je vois ce que vous voulez dire. Je veux dire, précisa Poirot, qu'aussi longtemps que vous ne savez pas très exactement quel genre de personne était la victime, vous avez peu de chances de comprendre pourquoi un crime a été commis. C'est pourquoi je m'efforce de reconstruire le personnage d'Amyas Creel. Vous m'aurez, ainsi que votre frère, puissamment aidé. Meredith Blake laissa de côté l'essentiel de ce que Poirot venait de dire. Un mot surtout l'avait frappé. « Vous avez vu Philippe ?» demanda-t-il vivement. « Oui. »« Il vous a parlé ?»« Certainement. » Meredith Blake semblait très contrariée. « Vous auriez dû venir ici d'abord, » dit-il. Poirot s'excusa, reconnaissant avec une souriante courtoisie qu'il aurait effectivement dû s'adresser d'abord à l'aîné des deux frères. « Mais, ajouta-t-il, Monsieur Philippe Blake habite tout près de Londres, et c'est pourquoi je lui ai rendu visite en premier. » Le sourcil toujours froncé, Meredith Blake se pinçait la lèvre inférieure entre le pouce et l'index. « Vous auriez dû venir ici d'abord, » répéta-t-il. Poirot, cette fois, ne répondit pas. Il attendait. « Philippe, » reprit Meredith Blake, « est de parti pris. »« Vraiment ? » ?»« C'est un homme plein de parti pris. Il a toujours été comme ça. J'imagine qu'il vous a dit énormément de mal de Caroline. » Poirot sourit. « Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Tout cela est loin, certes, et on ne peut plus faire de mal à cette pauvre Caroline. Mais, malgré cela, je ne voudrais pas que vous vous fissiez d'elle une image inexacte. »« Comme celle qu'a pu me tracer votre frère ? » ?»« Exactement. Vous comprenez, Philippe et Caroline, comment dire, ne s'entendaient pas très bien. »« Pourquoi cela ? » La question parut agacer Meredith Blake. « Pourquoi ? » s'écria-t-il. « Comment le saurais-je ? Ces choses-là ne s'expliquent pas. Philippe ramassait Caroline chaque fois qu'il le pouvait. Je pense qu'il ne lui pardonnait pas d'avoir épousé Amyas. Il ne les avait pas vus pendant plus d'1 an, et Amyas était son meilleur ami. D'où, entre Caroline et lui, cette tension qui ne devait jamais disparaître. En outre, aucune femme ne lui paraissait digne d'Amyas, et il redoutait qu'elle ne gâchât leur amitié. En fait, est-ce arrivé ? Nullement.
Émias est resté l'ami de Philippe jusqu'à la fin. Il se moquait de lui, le traitait de plutocrate, d'accapareur et de philistin, mais il l'aimait bien. Philippe se contentait de répondre qu'Émias avait bien de la chance d'avoir, grâce à lui, un ami respectable. Comment votre frère réagit-il quand Émias s'amouracha d'Elsa Greer? C'est assez difficile à dire, ses sentiments étant, je crois, assez complexes. Il était assez fâché de voir Émias se rendre ridicule par la faute de cette fille, et je l'ai plus d'une fois entendu dire qu'Émias allait faire une bêtise, dont il se repentirait jusqu'à la fin de ses jours. Mais, d'un autre côté, il était assez content de constater qu'Émias allait laisser tomber Caroline. Poirot fronça le sourcil. C'était là ses sentiments? Comprenez-moi bien, je crois que c'est là ce qu'il pensait au fond de lui-même, mais je ne pense pas qu'il s'en soit jamais rendu compte. Et après la tragédie, une ombre passa sur le visage de Meredith Blake. Ce pauvre vieux Phil fut terriblement affecté, comme anéanti. Il avait toujours eu pour Émias une espèce d'adoration, une sorte de culte. Émias et moi, nous étions du même âge. Philippe était donc son cadet de 2 ans. Émias lui était toujours apparu comme un être merveilleux, et sa mort lui porta un rude coup. Il en voulut énormément à Caroline. Car il ne douta jamais, lui, de sa culpabilité? Mais aucun de nous n'en douta jamais. Il y eut un moment de silence, puis, d'une voix à la fois plaintive et irritée, Meredith Blake reprit. Toute cette affaire était finie, oubliée, et il faut que vous veniez réveiller tout ce passé. Pardon, dit Poirot, ce n'est pas moi, c'est Caroline Crail. Meredith eut un sursaut. Caroline? Que voulez-vous dire? Sans le quitter des yeux, Poirot répondit, précisant. La deuxième, Caroline Crail. Les traits de Meredith Blake se détendirent. Ah, vous parlez de l'enfant, la petite Carla. Sur le moment, je n'avais pas compris. Vous pensiez qu'il s'agissait de la première Caroline Crail sortie de sa tombe? Ne plaisantez pas. Vous savez, poursuivit Poirot sur un autre ton, qu'elle a écrit à sa fille, et ce sont sans doute les derniers mots qu'elle ait tracés. Une lettre dans laquelle elle affirmait son innocence. Meredith Blake considéra longuement Poirot. Elle a écrit ça? Demanda-t-il, incrédule. Oui, ça vous étonne? Cela vous étonnerait aussi si vous l'aviez vue devant ses juges. Elle était là, comme une pauvre bête traquée. Elle ne se défendait même pas. Elle acceptait son sort? Non. Je ne sais pas. Je crois qu'elle se rendait compte qu'elle avait tué l'homme qu'elle aimait. Du moins, je le croyais. Vous n'en êtes plus sûr maintenant? Si, au moment de sa mort, elle a écrit ce que vous dites. Un pieux mensonge, peut-être? Peut-être. Et pourtant, ça ne lui ressemble guère. Cette même phrase, Poirot l'avait entendue dans la bouche de Carla le marchand. Dans celle de Meredith Blake, qui avait bien connu Caroline, elle prenait une valeur nouvelle. Pour la première fois, quelque chose venait à l'appui des dires de Carla le marchand. Meredith Blake reprit. Mais si Caroline était innocente, ce qui me paraît absolument insensé, je ne vois pas ce qui a pu se passer. Qu'en pensez-vous, monsieur Poirot? Poirot prit son temps pour répondre. Jusqu'à présent, je n'ai pas d'opinion. Je recueille des impressions. J'essaie de me faire une idée précise de Caroline Crail, d'Émias Crail, de tous ceux qui étaient auprès d'eux et de déterminer exactement ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. J'ai besoin de tout cela. Précisez les faits d'abord. Votre frère va m'apporter une aide précieuse en écrivant une relation des événements tels qu'il se les rappelle. Vous n'en tirerez pas grand-chose. Philippe est un homme qui a beaucoup à faire.
Les choses traversent sa mémoire, mais n'y restent pas. Il va très probablement se tromper dans ses souvenirs. Il y aura des lacunes, je m'en rends compte. Dites-moi, monsieur Poirot. Meredith Blake hésitait à poursuivre. Si vous voulez, monsieur Poirot, dit-il enfin, je pourrais, moi aussi, vous donner mes souvenirs. Il vous servirait de contrôle. Poirot accueillit la proposition avec enthousiasme. Voilà, s'écria-t-il, qui me serait extrêmement précieux. C'est une idée excellente. C'est donc entendu, conclut Meredith. Je m'aiderai de mes vieux agendas. Il ajouta, riant. Mais je vous préviens, monsieur Poirot, que je ne suis pas un écrivain. Je ne suis même pas très sûr de mon orthographe. N'attendez pas des merveilles. Le style importe peu, dit Poirot. Un simple récit de ce dont vous pourrez vous souvenir. Je ne demande rien d'autre. Ce que chacun a dit, sur quel ton, ce qui s'est passé. Si un détail vous semble dépourvu d'intérêt, notez-le tout de même. Il contribuera à recréer l'atmosphère. Il doit, en effet, être très difficile de se représenter des gens et des lieux qu'on n'a jamais vus. Poirot en convint. Il y a une chose encore que je voudrais vous demander. Alderbury est bien la propriété voisine de la vôtre. Me serait-il possible de la visiter? J'aimerais voir de mes yeux l'endroit où s'est déroulé le drame. Je puis vous y conduire, répondit Meredith Blake de sa voix lente. Mais tout a beaucoup changé. On a bâti. Dieu merci, on n'est pas allé jusque-là. Mais Alderbury, acheté par une société anonyme, est devenu une sorte d'hôtel. En été, la propriété est envahie par des théories de jeunes gens. Les pièces ont été divisées pour faire des chambres minuscules et les terrains eux-mêmes ont reçu, çà et là, des modifications. Vos explications me permettront de les imaginer tels qu'ils étaient autrefois. Je ferai de mon mieux. Dommage que je ne puisse vous montrer la propriété dans son état d'alors. C'était une des plus agréables que j'ai jamais vues. Ils sortirent. Par qui la propriété a-t-elle été vendue? Demanda Poirot. Par les exécuteurs testamentaires, agissant au nom de l'enfant. Tous les biens de Crail sont revenus à la petite. En effet, Émias n'ayant pas fait de testament, j'imagine que sa fortune devait être automatiquement partagée entre sa femme et sa fille. Or, Caroline a laissé à l'enfant tout ce qu'elle possédait. Et rien à sa demi-sœur? Angela avait une certaine fortune qui lui venait de son père. Il marchait depuis un moment quand Poirot exprima sa surprise. « Mais où donc m'emmenez-vous? Nous approchons de la mer ?» « Je vais vous expliquer, » dit Meredith. « Il y a ici une petite crique. On l'appelle la crique du chameau, qui s'enfonce assez profondément dans les terres. On la prendrait pour l'embouchure d'un fleuve, mais c'est bien la mer. Pour aller à Alderbury, plutôt que de contourner cette crique, on passe en barque. Alderbury est juste en face. Vous voyez la maison, là, dans les arbres. » Ils étaient arrivés sur une petite plage. Il y avait, en face, de l'autre côté de la crique, une pente boisée. Vers le haut, on distinguait, émergeant de la verdure, la partie supérieure d'une grande maison blanche. Avec l'aide maladroite de Poirot, Meredith Blake mit à l'eau une des deux barques qui se trouvaient sur la plage. « C'était toujours le chemin que nous prenions, » dit-il, empoignant les rames. « Sauf, bien entendu, en cas de tempête ou de forte pluie. Alors nous allions à Alderbury en voiture. Mais il faut compter près de 5 kilomètres. » La barque accosta un petit quai de pierre. Meredith jeta un coup d'œil chargé de mépris sur quelques cabines posées non loin de là, sur une terrasse cimentée. « Tout ça est nouveau, » fit-il. « Autrefois, il y avait ici un vieux hangar à bateaux, tout décrépit et rien d'autre. On suivait la côte et on allait se baigner là-bas, sur les rochers. » Il aida Poirot à sauter à terre et, la barque amarrée, se dirigea vers un sentier qui montait rapidement à travers les arbres. « Je ne crois pas, dit-il,
que nous rencontrerons quelqu'un. En avril, ici, il n'y a personne, sauf à Pâques. Au surplus, je suis dans les meilleurs termes avec mes voisins. La journée est magnifique. Le jour du drame était comme ça, splendide. On se serait cru en juillet, bien plutôt qu'en septembre. Un soleil superbe, avec un petit vent frais. Le jardin de la batterie était une plateforme nue n'ayant de jardin que le nom et qui paraissait être en surplomb sur la mer. Le canon était toujours là, pointé vers le large, entre deux créneaux. Au-dessus et derrière, il y avait des arbres. L'endroit semblait un îlot ensoleillé dans la verdure environnante, avec une vue magnifique sur le bleu aveuglant de la mer. « Un gentil coin », murmura Meredith. D'un mouvement du menton, il indiqua une petite construction de ciment qui s'adossait au mur du fond. « Cette horreur n'existait pas encore, » dit-il. Il n'y avait qu'une vieille bicoque en planche où Émias rangeait son attirail de peintre, avec quelques chaises de jardin et une petite réserve de bière en bouteille. Le sol n'était pas cimenté. Il y avait un banc et une table en fer. Rien d'autre. Au total, ça n'a pas tellement changé. Il avait dit ces mots d'une voix mal assurée. « C'est donc ici, » fit Poirot, « que la chose est arrivée ?» Le banc, reprit Meredith, se trouvait là, dans le fond, contre la baraque. Il était couché dessus, de tout son long. Quand il peignait, il lui arrivait souvent de s'étendre ainsi et de rester là, les yeux grands ouverts, longtemps, très longtemps. Et puis, tout d'un coup, il sautait sur ses pieds, courait à son chevalet comme un fou et se mettait à étaler de la couleur sur sa toile. Après quelques secondes de silence, il poursuivit. On n'aurait jamais cru qu'il était mort. De loin, il paraissait dormir, mais il avait les yeux ouverts et ses membres commençaient à raidir. La conéine détermine une sorte de paralysie. Il n'y a pas de souffrance. Et ça m'a toujours été une pensée consolante. Poirot posa une question dont il connaissait la réponse. Qui l'a trouvé mort ? Caroline, après le déjeuner. Elsa et moi, je crois, nous avons été les derniers à le voir vivant. Déjà, je pense, la mort devait venir. Il avait l'air bizarre. Mais je préférerais ne pas parler de ça. Je vous l'écrirai. Ce me sera moins pénible. Faisant brusquement demi-tour, il sortit du jardin. Poirot le suivit sans mot dire, et ils reprirent leur marche pour s'arrêter un peu plus haut sur une petite plateforme ombragée. Il y avait là une table et un banc. Ce coin-ci n'a pas beaucoup changé, lui non plus, dit Meredith Blake. Seulement, le banc n'était pas de ce modèle dit rustique. C'était un bon vieux banc de fer, sur lequel on était assez durement assis. Mais le paysage n'en était pas moins beau. Dans un encadrement de verdure, le regard plongeait sur le jardin de la batterie et, plus bas, sur l'extrémité de la crique et la mer. « J'avais passé ici, » reprit Meredith, « une partie de la matinée. Les arbres n'étaient pas aussi grands, aussi touffus que vous les voyez, et on apercevait les créneaux du jardin. C'est là qu'Elsa posait, assise, la tête un peu de profil. Quelques instants plus tard, ils étaient devant la maison. C'était une construction ancienne, sans grand style, bâtie dans la seconde moitié du siècle dernier. Sur la pelouse qui s'étendait sur un des côtés s'alignaient une cinquantaine de cabines de bain. « Les jeunes gens dorment là-dedans, » expliqua Meredith. « Les filles couchant dans les chambres. Je ne crois pas qu'il y ait pour vous rien à voir à l'intérieur. Toutes les pièces ont été divisées en d'innombrables petits cabinets. Là, il y avait une serre. On l'a transformée en un salon vitré. » Il soupira et conclut. « Enfin, si les gens qui viennent ici sont contents de leurs vacances... » Il tourna brusquement le dos à la maison. « Nous rentrerons par une autre route, » annonça-t-il. « Les souvenirs me reviennent en foule, et je me sens comme entouré de fantômes. »
Ils regagnèrent le ponton par un chemin tout aussi abrupt que l'autre, mais un peu plus long. Meredith Blake se taisait. Poirot respectait le silence de son compagnon. Comme ils approchaient de Horncross Manor, Blake dit soudain : « Savez-vous que j'ai acheté ce tableau, celui qu'il était en train de peindre ? Je ne pouvais me faire à l'idée qu'il allait être mis en vente, convoité par des individus vulgaires, adjugé dans une atmosphère de scandale. C'est une très belle chose, une toile qu'Amyas considérait comme la meilleure qu'il eût jamais faite. Et je ne serais pas surpris que ce fût vrai. Elle était virtuellement terminée. Il ne devait plus travailler dessus qu'un jour ou deux. Aimeriez-vous la voir ? Poirot répondit que rien ne pouvait l'intéresser plus vivement. Ils étaient dans le hall. Meredith Blake tira une clé de sa poche et, ouvrant une porte, fit entrer Poirot dans une pièce assez vaste, obscure, et qui sentait le renfermer. Il écarta les volets et, non sans quelque difficulté, ouvrit une fenêtre. « Ça ne fera pas de mal, » constata-t-il, aspirant à plein poumon l'air parfumé qui venait du dehors. Il n'était pas besoin de demander ce que l'endroit avait été autrefois. Les rayonnages courant sur les murs marqués çà et là de ronds, indiquant qu'ils avaient porté des bouteilles, le disaient clairement, comme aussi l'évier et l'alambic qu'on apercevait dans un coin. Tout était couvert de poussière. Meredith regardait par la fenêtre, Poirot à ses côtés. « Je retrouve tout, dit-il. Je me revois près de cette même fenêtre, respirant cette même odeur de jasmin et, comme un imbécile que j'étais, dissertant à perte de vue, célébrant mes précieuses drogues et mes savantes distillations. » Poirot, discrètement, passa le bras à l'extérieur. Sa main se referma sur quelques feuilles qu'il cueillit, des feuilles de jasmin. Blake, revenant dans la pièce, allait vers un mur, sur lequel était accroché un tableau recouvert d'un voile de poussière qu'il enleva avec un chiffon. Poirot s'avança. Jusqu'alors, il avait vu 4 toiles de Crail, les 2 de la Tate Gallery, une chez un marchand de Londres, et les roses de Philip Blake. Maintenant, il avait sous les yeux celle que le peintre tenait pour son chef-d'œuvre. Et Poirot se rendit compte immédiatement que l'homme était un artiste d'un exceptionnel talent. À première vue, l'œuvre, avec ses couleurs violemment contrastées, aurait pu n'être qu'une affiche. Elle représentait une petite fille, vêtue d'une chemise jaune canari et d'un pantalon bleu marine, assise en plein soleil sur un mur gris, devant une mer d'un bleu profond. Un excellent sujet d'affiche. Mais cette première impression se dissipait bientôt. Certaines lignes affirmaient une déformation systématique. La lumière était d'une étonnante clarté. Quant à la jeune fille, c'est bien simple, elle vivait. On retrouvait en elle tout l'éclat de la jeunesse, toute la tumultueuse vitalité d'un être ardent et fier. Cette vie, cette jeunesse, c'était donc là ce qu'Amyas Crail avait vu en Elsa Greer, ce qui l'avait fasciné, aveuglé au point de lui faire oublier le charme délicat de cette femme délicieuse qui était la sienne. Elsa était la vie, Elsa était la jeunesse. Une créature magnifique, le corps mince et souple, la tête admirable, légèrement tournée de côté, avec de grands yeux qui posaient sur vous un regard exprimant toute l'insolence, toute l'arrogance du triomphe. Poirot écarta les mains et, par 2 fois, dit avec conviction : « C'est très beau. » Meredith Blake, d'une voix sourde, murmura : « Elle était si jeune. » Poirot approuva d'un mouvement de tête. « Si jeune, songeait-il. Qu'est-ce que ça signifie pour la plupart des gens ? Pour eux, un être jeune, c'est un être plein d'innocence, faible et désarmé. Mais la jeunesse, ce n'est pas ça. La jeunesse, c'est la force. Elle est violente, puissante, exigeante, cruelle, et avec ça, si facile à blesser.
Peu après, Meredith sortait de la pièce. Poirot le suivit. Il avait hâte maintenant de connaître cette Elsa Greer à qui il devait rendre visite bientôt. Cet enfant magnifique et passionné, qu'était-elle devenue avec les années? Il se retourna une dernière fois sur le tableau. Ses yeux immenses qui le regardaient, que disait-il? Et ce qu'il disait, pouvait-il le comprendre? La femme qu'il verrait demain pourrait-elle le lui dire? Le savait-elle seulement? Dans ce regard, il y avait la certitude du triomphe. Et puis, la mort était venue, qui arracha leur proie aux jeunes mains avides. Comment étaient-ils aujourd'hui, les yeux d'Elsa Greer? Hercule Poirot quitta la pièce. Elle aimait trop la vie, songeait-il. Il s'aperçut soudain que l'avenir lui faisait un peu peur.